Maintenant, on va passer à quelque chose un peu plus léger et voir un peu comment on peut pratiquement ici, du moins à Nancy et aussi en Lorraine, consommer localement. Donc, quels sont les lieux de la consommation locale? On a d'abord le marché, hein, c'est la base. On a le marché central de Nancy. Donc, tout ça est une liste non exhaustive, bien évidemment. Et le marché bio à Vendeuvre, où vous avez énormément de producteurs locaux qui viennent et qui vendent en direct leur production, et évidemment avec une excellente qualité au rendez-vous. Les autres lieux de la consommation locale, il y en a que vous connaissez déjà beaucoup, hein, c'est la boucherie, la boulangerie. Souvent les boucheries essayent de s'approvisionner, pas toutes hein, évidemment, mais essayent quand même de s'approvisionner auprès de producteurs locaux. Alors encore une fois, tout n'est pas bio, mais je pense qu'il faut d'abord penser d'abord local et ensuite le bio, ça doit venir ensuite. La boulangerie, évidemment, votre pain est fabriqué sur place. Ensuite, une autre catégorie, c'est donc le primeur, l'épicerie et le magasin bio. Là, vous avez 3 grands magasins bio à Nancy aux alentours. Vous avez Crocus, donc, qui a un stand au marché central, mais qui a aussi un gros entrepôt près du pont de Malzéville. Vous avez le Biocop qui est au boulevard Marcel Brault et Rayon Bio qui est pas loin de Laxou, entre Nancy et Laxou. Alors ce qu'il faut savoir sur les épiceries bio, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas forcément le local qui est toujours le plus présent. On ne trouve pas forcément énormément de produits lorrains. Pour la simple et bonne raison qu'en fait on a le problème avec juste quand il n'y a que des maraîchers en bio, c'est qu'ils ne peuvent vendre que leur excès aux primeurs et aux épiceries. En général, donc comme ils vendent en vente directe, ils vendent ce qui leur reste en général, ou parfois en été quand il y a moins de consommateurs, ils vont vendre en direct, ils vont vendre après aux primeurs. Donc du coup pour un primeur c'est quand même un peu compliqué de tenir qu'avec les restes et si j'en ai, etc. Donc forcément il faut et c'est ça qui manque aussi d'ailleurs en Lorraine, c'est là pour le coup des assez grosses surfaces agricoles avec des assez gros producteurs qui produisent en bio. Ça manque un peu. Donc du coup voilà, c'est pas, vous en trouverez, il y a toujours des rayons avec des produits locaux, mais c'est pas le lieu où on en trouve le plus. Là où on en trouve le plus, c'est dans les 4 modèles suivants. Donc la vente directe, vous trouvez un producteur que vous pouvez d'ailleurs rencontrer sur le marché et il vous vend en direct ses produits. Alors moi je prends celui que je connais, c'est mon maraîcher, je crois qu'il est là ce soir en plus. Le potager de la Landre, il a un modèle qui est très intéressant parce que forcément en hiver, il peut pas, sa production est forcément réduite du fait des températures. Donc il peut, à côté de sa production locale, vendre d'autres produits qui sont issus d'autres producteurs et qui viennent d'autres circuits en général, et d'ailleurs toujours bio. Et du coup, via des systèmes de coopératives, il achète à des coopératives et il peut revendre. Ce qui fait que sur le même étal, quand il vient par exemple le samedi matin, on peut trouver à la fois sa production et une production qui vient d'un peu plus loin. Voilà, c'est évidemment pas interdit de consommer des produits qui viennent d'un peu plus loin tant que ça reste une marge. Il peut prendre des oranges de Sicile, etc. Et ça permet aux consommateurs d'avoir la plupart de ses fruits et légumes sur place. En gros, pendant l'été et pendant la période douce, il est à 80% de sa production qu'il met en vente et 20% d'autres. Et en hiver, c'est plus 50-50. Donc c'est un modèle économique qui lui permet de tenir vraiment toute l'année et qui lui permet aussi du coup de promouvoir d'autres produits qui viennent d'ailleurs. L'avantage de la vente directe, c'est qu'on a le choix. On a le choix, c'est contrairement à la MAP, c'est pas des paniers. La MAP, donc Association de maintien pour une agriculture paysanne, vous signez un contrat pour 1 an qui vous engage à prendre toutes les semaines un panier et ce qu'il y a dans le panier, vous ne le choisissez pas. Et là par contre, c'est sûr, c'est de la production 100% locale. Et en général, même s'il y a une contrainte, au moins ça vous oblige à cuisiner certains produits que vous n'auriez peut-être pas l'habitude de cuisiner d'habitude. Et ça permet du coup de donner aussi une stabilité et une vision
à l'agriculteur, aux agriculteurs qui sont dans ces AMAP. Donc là, je donnais l'exemple d'une AMAP. Hein. Il y a aussi Stanislas, rue Stanislas à côté de la place. Il y a donc là, c'est l'Ortier, c'est une AMAP qui se situe à Malzéville. Vous avez encore un autre mode de consommation qui est le drive paysan. Donc là, ici à Nancy et en Lorraine, je crois, je crois qu'il y a des points de retrait un peu partout. Il y a le drive paysan. Alors le drive paysan, qu'est-ce que c'est? C'est simple, hein, c'est comme un drive dans une grande surface. Vous commandez en ligne et vous allez dans un point de retrait retirer votre commande. Ça, c'est pour les gens qui sont assez pressés. Mais en général, les producteurs sont sur place et donc vous pouvez quand même discuter avec eux de leurs produits, etc. Ils peuvent vous faire découvrir d'autres choses que ce dont vous avez l'habitude de consommer. Ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Moi, j'avoue que j'ai jamais été trop dans ce mode de consommation, mais c'est assez pratique et du coup, ça permet surtout de découvrir beaucoup de produits qui sont faits dans la région. Ensuite, un autre modèle, c'est le magasin de producteurs. Donc, des producteurs se réunissent et décident de faire une boutique. Et là, donc, on a l'exemple de la ferme Lorraine qui est située en haut de l'avenue de Boufflers. Et donc, qui propose des produits exclusivement locaux qui viennent de Lorraine. Alors, retrouver de la binousse et du pif lorrain. Voilà, ça, on sentait qu'il y en a qui attendaient ce passage-là. Plusieurs, alors pareil encore, c'est pas du tout exhaustif. Vous savez, donc en bière, on est quand même en Lorraine plutôt bien fourni. Vous pouvez trouver donc la capsule, qui est une cave à bière. Alors c'est un peu particulier, on a plutôt l'habitude des caves à vin. Et en fait, eux, ils existent depuis 9 ans. Et ils ont vraiment défriché le terrain de la cave à bière. Donc voilà, c'est plutôt des bières quand même assez plutôt haut de gamme, hein, forcément. C'est moins les bières qu'on va trouver en supermarché. Mais une bière, c'est quand même toujours moins cher que du vin. Donc c'est quand même assez raisonnable. Il fait pas du tout que du local, mais il a quand même une bonne petite sélection de bières locales. Donc là, c'est juste à côté de la place des Vosges. Si vous les trouvez, donc vous savez qu'il y a évidemment en Lorraine une grande renommée des vins des Côtes de Toul. Et donc par exemple, si vous voulez acheter du vin du Toulois, vous pouvez aller à Mont-le-Vignoble. Il y a une cave coopérative. Et sinon, la plupart des producteurs, en fait, la plupart des vignerons vont pouvoir vendre leur production au domaine. Donc vous pouvez aller, si vraiment vous aimez bien tel ou tel type de vin que vous avez par exemple découvert là, aller consommer directement, aller prendre vos bouteilles directement auprès du vigneron. Pour la bière, consommer aussi directement auprès des microbrasseries. On a vraiment pas mal de microbrasseries dans le coin, et donc là il y a une bière que vous pourrez boire tout à l'heure qui s'appelle la Grenaille, qui est produite à Jarville. Et que donc vous pouvez aller consommer directement, sinon vous la trouvez dans les magasins bio. Et donc au Petit Français, hein, parce qu'on n'a pas oublié le patron du club, hein, qui travaille dans une cave à vin, donc qui est juste à côté et qui s'appelle le Petit Français. Vous remarquerez son sérieux, hein, même dans la dégustation. Et donc là, vous trouverez à la fois des vins locaux, bio, et également des bières locales qui nous ont été ramenées ce soir. Ensuite, on va faire un petit tour des spécialités lorraines, enfin en tout cas, puis ça nous permet de voir un peu ce qu'on cultive ici, et un peu l'histoire de la nourriture en Lorraine. Donc les légumes, forcément la pomme de terre, hein, qui au départ était considérée d'ailleurs comme un légume hérétique parce que ça venait d'Allemagne, et donc c'était les protestants qui la cultivaient. Donc au début, la pomme de terre a eu du mal à s'implanter en Lorraine, mais après on en est devenu très friand. Donc des carottes, des poireaux, des navets, des choux, des oignons, de la salade, des pois lorrains, enfin vraiment il y a vraiment de tout. Et donc un des plats phares évidemment que vous connaissez très bien, c'est la potée lorraine, donc qui se fait avec tous les légumes du jardin et puis avec tous les morceaux du porc. C'est excellent, surtout avec de la crème et un peu de vinaigre de vin par-dessus. C'est quand même délicieux. J'espère que vous avez tous eu une mamie qui vous a fait ça, parce que ça passe très bien. En parlant de viande, donc les principales viandes qui sont élevées en Lorraine, c'est le bœuf et le porc. Alors on est évidemment très connu pour le fuseau lorrain, et qui a donc été élu l'année dernière à un concours meilleur saucisson du monde.
Alors là, il y a un tout petit hic parce que en fait, ce fuseau lorrain était produit en Moselle. Donc, savoir si la Moselle fait partie de la Lorraine, c'est un grand débat historique. Mais en même temps, comme le trésorier du Club du Mercredi, et que c'est lui qui paye le montage des vidéos que je fais, vient de Metz, on va dire que la Moselle est en Lorraine. À bon entendeur, salut. Quoi d'autre? Évidemment le pot-au-feu. Alors le pot-au-feu, en fait, le bœuf, dans le temps, donc au Moyen-Âge, à la Renaissance, etc., c'était le plat qu'on mangeait souvent le dimanche. Parce que le bœuf donc, est plus coûteux et en plus il se conserve assez mal. Donc du coup, on faisait vraiment des grandes plâtrées, c'était pour le dimanche avec des banquets, etc. Et donc le pot-au-feu qui n'est pas un plat typiquement lorrain, mais un plat qu'on sait faire aussi ici assez bien. Ensuite, les poissons. On a donc les carpes et les truites essentiellement, donc on trouve dans les lacs et les rivières lorraines. Et donc le plat phare, alors que je ne connaissais pas du tout, c'est Jean-Marie Cuny qui était cuisinier d'ailleurs avant, qui m'a parlé de ce plat. C'est la matelote lorraine, donc c'est vraiment une sauce à base d'échalotes avec du gris de toule qui peut accompagner du coup différents poissons comme la truite, le bar et le brochet. Les fromages, ça avec l'alcool, c'est ce qui marche le mieux. Alors vraiment pas du tout liste exhaustive, hein. J'ai oublié de citer le gros lorrain, notamment des frères Marchand par exemple. Donc vous avez en haut le Jérômé, qu'on entend souvent sous l'appellation Münster Jérômé. Il faut savoir que Jérômé, en fait ça vient de Gérardmer, et c'est le nom qu'on donne au Münster, parce que le Münster il y a plusieurs légendes qui disent que le Münster serait venu par un moine au 9e siècle. En tout cas, le fait est que le Münster a été produit vraiment des deux côtés des Vosges, en fait, donc aussi bien du versant lorrain que du versant alsacien. Et donc vous saurez que du côté lorrain, on appelle ça le Jérômé, et non pas le Münster. Donc évidemment, les Alsaciens sont toujours beaucoup plus costauds pour vendre leurs trucs que nous, donc c'est le Münster qui est retenu par tout le monde. On trouve souvent quand même sur ces fromages Münster, Jérômé, les deux. On a un peu du mal à s'en sortir, mais voilà. Si vraiment vous voulez être chauvin, vous savez que le Münster, ça s'appelle le Jérômé. Voilà, grande spécialité de la région, excellente, un goût inimitable. Allez-y. Un autre assez connu, donc le petit carré de l'Est. Fromage au lait de vache. Ensuite, les quiches et les tourtes. En fait, tout ce qui se fait à base de pâtes, on aime bien ça pour tenir l'hiver. Donc on a la quiche lorraine, que vous pourrez d'ailleurs manger tout à l'heure. La tourte lorraine, le pâté lorrain, ça se ressemble beaucoup, hein, c'est de la viande et de la pâte. Hein, mais c'est bon, ça tient au corps. Quand la viande est bien macérée, c'est délicieux. Voilà, c'est un peu notre fierté. La quiche lorraine, c'est quand même c'est quand même un plat mondialement connu. C'est la simplicité et c'est bon, quoi. Ensuite, les fruits. Donc il y a quand même pas mal de fruits qui sont produits en Lorraine. Évidemment, la Mirabelle, la plus connue, donc qui peut se faire en tarte ou en boisson. La Brimbelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est comme ça qu'on appelle les myrtilles et qu'on trouve notamment dans les massifs vosgiens. Les quetches, les pommes, les poires, les prunes, la rhubarbe et les fraises des bois. Donc voilà, évidemment beaucoup de fruits et qu'on fait beaucoup en tarte. Du coup, c'est vrai que quand là j'ai préparé cet exposé, j'ai vraiment fait un tour total de la gastronomie lorraine et c'est quand même vachement impressionnant. Toutes les merveilles qu'on produit ici. Je ne savais pas que le baba au rhum, c'était lorrain. Les macarons des sœurs Macarons, aussi mondialement connus. Même dans Amélie Poulain, on voit une boîte, c'est dire le succès de ces gâteaux. Les madeleines de Liverdun, j'aurais pu mettre aussi les madeleines de Commercy. Et les chardons lorrains, donc vous savez, c'est ces petits chocolats avec à l'intérieur de l'alcool kirsch, mirabelle ou framboise. Donc, et puis il y a encore plein d'autres pâtisseries qu'on fait, notamment aussi le Stanislas. Les bières et les vins. Donc quand je discutais avec le responsable de la cave à bière, la capsule, il me disait qu'il y avait un gros renouveau de la bière en Lorraine depuis 15 ans, par vagues successives. Si ceux qui veulent en savoir plus, ils donnent des cours d'ailleurs de biérologie, ou de birologie, je ne sais pas trop comment on dit.
dans différentes MJC pour expliquer un peu le renouveau de la microbrasserie en Lorraine. Il faut savoir qu'il y a 15 ans, il y avait 5 microbrasseries, aujourd'hui elles sont 60. Alors là, je vous ai pas mis des bières de microbrasserie, je vous ai vraiment mis les plus connues, donc que vous pouvez trouver en supermarché, donc qui sont issus du groupement des brasseurs de Lorraine situé à Pont-à-Mousson. Donc là, voilà, c'est un peu nos blockbusters, si on veut, de la bière locale. La Leroyce, la Duchesse ont gagné des prix européens et mondiaux dans des concours de bière. Et on a évidemment l'abbaye des Prémontrés, la Noiraude. On a même une bière à l'effigie de la SNL, bon, qui est pas folle, mais voilà, qui passe quand même bien. La Champignole, donc avec les brasseries de Champignole qui sont assez énormes. J'ai plus du tout les chiffres en tête, mais il faut savoir que je crois qu'au début du 20e, il me semble que c'était la plus grosse brasserie en Europe. Donc on a vraiment une grande tradition de bière, et vous le verrez aussi, comme dans le vin, la bière vit vraiment un renouveau en Lorraine, et il faut en profiter. Le vin, donc idem, gros renouveau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça c'est Jean-Marie Cuny qui me l'a raconté aussi, le vin lorrain était, avant la Révolution française, et avant aussi l'annexion de la Lorraine par la France, vraiment c'était des très grands vins, et qui étaient vraiment très réputés. On a des traces aussi, même au 8e siècle, les Hongrois font venir les viticulteurs lorrains chez eux, pour qu'ils les aident à planter des vignes. Qu'est-ce qui a fait que les vins lorrains ont vraiment décliné et ont décliné en cote? Ah oui, il y a un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que, et ça m'a vraiment surpris, c'est que le code viticole lorrain sous le duc Léopold était tellement exigeant avec des cépages très nobles, il a été repris par la Bourgogne. Donc c'est pour vous donner un peu de l'idée d'à quel point nos vins étaient vraiment très cotés, au point que les Bourguignons, nos rivaux de toujours, se sont réappropriés le truc pour servir eux-mêmes leur région, grand bien leur face. Mais voilà. Mais là encore, qu'est-ce qui a fait que le vin a vraiment décliné? Il y a plusieurs raisons. Donc la Révolution française. Donc d'abord l'annexion de la Lorraine par la France. Tout simplement, le code viticole a été mis à bas et a été remplacé. Juste après la Révolution, on a les armées napoléoniennes qui passent en Lorraine, donc il faut bien abreuver tous ces soulards, et donc tout le monde se met à planter, comme il n'y a plus de code, tout le monde se met à planter un peu n'importe comment. Alors j'y connais vraiment rien, mais apparemment au début on plantait en orientation sud-est, et là du coup tout le monde plante un peu dans n'importe quel sens, et ce qui fait que de plus en plus la piquette prend le pas sur les vins de qualité. On a un phénomène similaire à la Première Guerre mondiale, et aussi il y a le fameux phylloxéra, une maladie qui a vraiment touché les vignes lorraines, qui a été très violente, et du coup après on a pris des cépages peut-être aussi un peu moins nobles, mais plus résistants pour nos vins. Donc on a les côtes de Toul, les plus connus avec le gris de Toul, les côtes de Meuse, et les blancs de Moselle, parce qu'on est sympa, et qu'on va dire que la Moselle est en Lorraine. Et parce qu'il n'y a pas que la bouffe dans la vie, on produit d'autres choses en Lorraine. Donc on en parlait, le textile vosgien, donc qui a vécu des vagues de délocalisation assez énormes, donc après-guerre, mais là qui revient pas mal, avec notamment les chaussettes bleu forêt qui sont connues nationalement, avec le label Vosges Textile, la marque Lin Vosges à Gérardmer qui produit du linge de maison. Donc voilà, en textile, petit à petit, il y a une relocalisation qui se fait, et on peut trouver quand même certains vêtements localement. Les chaussures Mephisto, bon je vais arrêter la blague avec la Moselle, mais c'est produit à Sarrebourg. Les chaussures Mephisto, donc pareil, très, très vieille marque lorraine, où vous pouvez acheter d'ailleurs directement des chaussures au magasin d'usine à Sarrebourg. Elles sont moins chères, parce qu'en général il y a des micro-défauts dessus. Donc vous pouvez vraiment avoir des chaussures de qualité qui vous dureront plus que 2 ans, et même vraiment assez longtemps. Moi je me souviens des Mephisto de ce type de mon grand-père, je ne sais pas combien de temps il les a portés, mais c'est pas les plus belles chaussures du monde, mais au moins ça tient, quoi. Et en termes de meubles, on a les meubles de Liffol-le-Grand, qui sont produits pas très loin, et où on peut trouver des armoires Lorraine notamment. Donc là, bon, faut avoir quand même un peu de moyens pour s'en acheter, mais l'armoire Lorraine est vraiment très typique.
Sinon, pour que ça coûte moins cher, vous pouvez en trouver chez Emmaüs, vous pouvez en trouver sur le Bon Coin ou comme ça, ou hériter des meubles de vos grands-parents. Voilà d'autres façons de consommer local en dehors de la bouffe. Donc, passer au local, c'est pas évident. On sait bien qu'il y a la force des habitudes qui joue. Donc, il faut y aller toujours par étapes. Et donc, je vous propose un petit mode d'emploi, entre guillemets. Une des premières oppositions qu'on entend souvent au consommer local et au consommer bio, qui lui est souvent associé, c'est que c'est beaucoup plus cher. Alors oui, produit pour produit, c'est beaucoup plus cher que un légume produit qui est vendu en supermarché. C'est évidemment beaucoup plus cher parce que c'est de meilleure qualité déjà, c'est produit en moins grande quantité. Et voilà, forcément, on va tomber sur un produit plus cher. Mais si vous passez en vente directe, vous allez quand même pouvoir diminuer le prix par rapport à un fruit ou légume que vous achèteriez dans un magasin bio, par exemple. Donc comment en fait on fait pour garder un budget équilibré? Moi je suis passé progressivement à la consommation locale et si vous voulez il y a un an je gagnais 700 € par mois et là je touche le SMIC et en fait c'est pas très compliqué de garder le même budget, voire même parfois de le diminuer en alimentation. Comment on fait? Déjà on va manger moins de produits transformés. Forcément, quand vous êtes devant l'étal de votre maraîcher, vous n'avez pas trop de plats tout préparés, etc. Donc déjà, vous serez moins tenté d'acheter des plats tout faits. Donc si vous revenez à des produits simples, finalement, vous allez devoir cuisiner plus, mais vous ferez des économies sur la transformation. Ensuite, l'autre adage de la philosophie du consommer local, c'est manger moins, mais manger mieux. De base, de toute manière, on mange beaucoup trop. Dans notre civilisation moderne et occidentale. Beaucoup de nutritionnistes se mettent à le dire. 3 repas par jour, c'est énorme. Il faut savoir que votre corps peut tenir, selon les spécialistes du jeûne, peut tenir 40 jours sans manger. Donc en fait, vous pouvez largement vous passer d'un repas dans la journée. Tout le problème a été un peu le conditionnement des esprits par la publicité et puis par beaucoup de nutritionnistes qui sont au service de grandes marques d'alimentation. Voilà, vous n'avez pas besoin de manger autant et surtout vous n'avez pas besoin de manger aussi autant de viande. Alors sans tomber évidemment dans l'extrême du véganisme qui sévit en ce moment et qui à mon avis va faire beaucoup de mal, sans tomber dans il faut arrêter de manger de la viande, déjà on peut commencer par manger moins de viande. C'est quand même la viande, c'est ce qui coûte, c'est un des aliments qui coûte le plus cher. Si on réduit sa consommation à 2 fois de la viande par semaine, c'est largement suffisant en termes nutritifs. Je sais que ce sera beaucoup plus dur pour certains, mais voilà, en tout cas, juste du point de vue de la nutrition, c'est vraiment largement possible de baisser sa consommation de viande sans perdre en énergie ou en quoi que ce soit. Ensuite, il faut manger forcément plus de fruits et de légumes. Comme je le disais plus haut, et donc pour les légumes, les cuisiner. Éviter les desserts aussi, puisque souvent les desserts c'est du produit transformé, donc voilà, si on peut manger un peu moins de desserts et ça fera de toute manière moins de sucre, donc ce sera meilleur pour la santé, moins de sucre transformé aussi, et donc voilà, garder le dessert peut-être un peu plus pour les grandes occasions et les remplacer par des fruits en dehors des repas. Et aussi, s'il faut supprimer un repas, alors ça va peut-être en surprendre certains, mais il vaut mieux supprimer le petit déjeuner. Alors quand je parle de ça, en général les gens me regardent un peu avec des gros yeux, même pour que je ne comprends pas. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, on me l'a toujours dit, etc. C'est ce qui permet de mettre l'essence dans le moteur, et tout ça, et tout ça. En fait, on se rend compte maintenant, et mon nutritionniste me l'a confirmé, en fait, on a des études maintenant qui prouvent que ceux qui ne mangent pas au petit déjeuner vivent plus longtemps. Le petit déjeuner est vraiment une invention moderne qui arrive avec l'ère industrielle. Et quand on est dans une usine à faire des mouvements très répétitifs au début de l'ère du taylorisme et du fordisme, ça se comprend. Par contre, pour d'autres types de métiers, en fait, c'est pas du tout nécessaire. Et c'est même plutôt mauvais pour la santé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le déjeuner,
le petit déjeuner. Donc dans le petit déjeuner, il y a déjeuner, et déjeuner c'est l'arrêt du jeûne. Donc vous voyez bien que c'est un mot qui a été rajouté. Et en fait, on sait que en fait, pendant la nuit, il y a votre corps, en fait, pendant le jeûne, et d'ailleurs ça se retrouve aussi quand vous jeûnez pour de vrai, il y a une espèce de cycle auto-nettoyant dans votre corps, et du coup, si quand vous vous réveillez, vous mangez direct, et ben vous cassez ce cycle-là, quoi. Et puis, bah, manger, ça consomme de l'énergie, et pour témoigner de mon expérience, depuis que j'ai arrêté le petit déjeuner, alors qu'avant j'étais plutôt dans du bon déjeuner à l'anglo-saxon avec œufs, jambon et tout ça, en fait, je me suis jamais senti aussi bien que depuis que j'ai arrêté le petit déjeuner. À midi, je mange beaucoup de légumes, de crudités, avec parfois du poisson, ou on peut rajouter des lentilles, des pois, etc., ou même de la viande ou du fromage. Mais je mange pas énormément à midi, et du coup, bah, ce qui fait que toute la journée, bah, je suis très peu fatigué. Et le fait de moins manger, en fait, bah, on se rend compte que ça vous donne au contraire beaucoup plus d'énergie. Et le soir, vous pouvez manger et vous lâcher un peu plus parce qu'après vous allez dormir, donc vous pouvez digérer tout à fait tranquillement. Voilà, je vous ai fait un petit exemple d'un budget hebdomadaire pour une personne, donc avec que du local et quasiment que du bio. Donc pour une personne, des fruits et des légumes, donc achetés en vente directe auprès d'un maraîcher, vous pouvez vous sortir pour 12-15 € par semaine. Vous achetez un paquet de pâtes, donc qui coûte 3 €. Alors là, j'ai ramené le prix sur une semaine, donc ça fait 1,50 € à la semaine. Et encore, bah, faut déjà se faire déjà quelques plâtrés de pâtes. Si vraiment vous êtes fan de ça, bah voilà, faut déjà se faire quelques plâtrés de pâtes pour consommer le tout en 2 semaines. J'achète un pain fermier, donc par exemple au marché bio à Vendôme, il y a quelqu'un qui fait du pain. Et donc il est en bio, il est à 2,50 €, donc le pain complet, ce qui est quand même assez peu cher, c'est pas beaucoup plus cher qu'en boulangerie. En viande, je me prends, on va dire, un steak haché, lorrain et bio, donc congelé, qu'on peut trouver chez Crocus par exemple, ça coûte 1,50 €. Bah, voilà, si vous êtes un gros viandard, vous en rajoutez un ou deux. Et puis par exemple, là, pour faire une quiche lorraine, il me faut 250 g de poitrine fumée à 3,50 € acheté chez le boucher. Ou sinon une entrecôte à 4 ou 5 €. Voilà pour le budget viande par semaine. Une boîte de 6 œufs à 2,50 €, plus du beurre à 1,50 €, pareil, le prix est ramené à la semaine. Du poisson, vous allez acheter une truite pour vous faire 2 repas, ça coûte 4,50 € pêché dans nos rivières. De l'huile et du vinaigre pour vos vinaigrettes. Forcément, si vous mangez plus de salade, bah, vous allez consommer plus de vinaigre et d'huile. Donc là, ça revient à 4 € la semaine. Et vous voyez, il y a même, on peut même avoir une bouteille de vinaigre de Mirabelle, j'ai découvert ça tout à l'heure, pour à peu près 10 €. Et on finit la semaine avec un bon Jérômé à 17 € le kilo, et on en prend 250 grammes, ça nous revient à 4,25 €. Et donc avant que je vous montre le prix et que je fasse le calcul, j'aimerais bien faire un petit sondage. Qui a un budget nourriture par semaine entre 20 et 30 €? 30 et 40, 40 et 50, plus de 50. Bon, ben voilà. Donc là, on est sur un budget à 40,50 € la semaine, soit 160 € de budget bouffe par mois. Donc moi, quand j'étais étudiant à Paris, j'avais 100 € de budget bouffe par mois. Là, rajouter 60 €, c'est pas très compliqué. Et encore, là, je suis allé en fourchette haute pour le calcul. C'est-à-dire que moi, il y a des semaines où il me reste les lentilles, les pâtes de la semaine d'avant, il me reste encore du fromage, etc. Donc, je vais juste acheter des fruits et légumes au marché le samedi, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment une fourchette très haute. Et il y a des fois où, juste en consommant local et en mangeant largement à sa faim, je peux vous assurer, vous pouvez largement vous en sortir pour moins de 20 € par exemple pendant une semaine. Alors, un exemple de quiche lorraine 100% locale, celle que vous avez mangée tout à l'heure. En plus, là, j'ai oublié que je devais en faire une pour aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment acheté les ingrédients très rapidement hier.
Donc de la farine, alors je l'ai acheté chez Match, donc c'est la farine du moulin de Nomexy, ça coûte un peu moins de 2 euros. J'ai acheté du beurre de Lorraine, donc de la marque Biogam qui fait aussi la crème. Là ça coûte un peu plus cher, c'est 3,59 € la plaque. Pareil en magasin bio. Les œufs aussi, je les ai achetés en magasin bio, ça coûte 2,50 € je crois. Et puis du lard de la poitrine fumée à 3,50 je crois, les 280 grammes. Voilà ce qu'il faut pour faire une quiche lorraine, donc en allant à la fois chez le boucher. Donc là, moi, tout était autour de chez moi. Boucher, supermarché, magasin bio. J'aurais pu acheter les jeux chez mon producteur si j'y avais pensé plus tôt. De la crème aussi d'ailleurs, parce qu'il est en contact avec certaines coopératives. Et voilà, tout était autour de chez moi. J'ai pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres. Mais n'oubliez jamais, l'ingrédient le plus important dans une quiche, c'est l'amour que vous y mettez. L'amour que votre mamie met dans tous ses plats, ou mettez dans tous ses plats si vous n'avez plus la chance de l'avoir. Et n'oubliez pas qu'un autre pays, c'est le pays de l'amour. Repose en paix, Johnny. Là, les propriétaires du club du mercredi, ils se disent, mais putain, mais pourquoi on l'a invité Ça fait 1 an et demi qu'on trime, on a fait venir des invités prestigieux, Pierre-Yves Rougeron, François Bousquet, Fabien Niesgoda, enfin voilà, et puis en 2 secondes, ils nous ruinent notre réputation en citant Johnny dans une conférence. Désolé les mecs, fallait pas m'inviter. Donc, pour finir, le mode d'emploi des étapes pour passer au local. Donc, comme je vous le disais, il y a la force des habitudes qui joue toujours, donc il faut y aller étape par étape. C'est comme quand on rentre dans une salle de muscu, on commence pas direct par la barre de 100 kg, surtout quand on en pèse 60. Donc on y va progressivement, en se motivant petit à petit. Donc l'étape numéro 1, vous ne bougez pas, vous restez dans le supermarché, vous avez l'habitude de faire vos courses, et vous essayez d'intégrer 20% de courses en local. Le reste des courses, du 75% français et du 5% étranger, parce qu'on peut quand même bien acheter du chocolat de temps en temps et quelques bananes. Mais voilà, on commence tout doucement, on va au rayon bio, on va au rayon produits régionaux ou au fromage à la coupe, et on essaye petit à petit de consommer de plus en plus localement. Donc là, si vous atteignez cette étape, vous êtes au grade Stanislas. Alors pourquoi? Parce que vous débutez un peu, bon, vous n'êtes pas vraiment lorrain, vous êtes un peu un parachuté. Et donc vous avez quand même l'intérêt de la Lorraine un peu à cœur, vous construisez 2-3 trucs, voilà, vous agissez quand même un peu pour la Lorraine et construisez quelques belles choses à Nancy. Mais quand même au final, vous donnez votre cul aux Français et vous vendez la Lorraine à la France à la fin. Quoi. Donc vraiment le niveau le plus bas. Donc il faut immédiatement, et ça au bout de 2-3 semaines, passer à l'étape 2. Donc toujours, on reste au supermarché, on augmente un peu le pourcentage des courses locales. Donc on a 40% de courses en local, 55% en français, toujours 5% étrangers. Et là on se rend compte qu'on a du mal à trouver des fruits et des légumes lorrains. Pour les raisons que je vous ai évoquées, des gros producteurs qui fournissent, il y en a mais il n'y en a pas beaucoup. Et en bio alors encore moins. Et de toute manière, en général, c'est vrai que je vais plus très souvent au supermarché, mais c'est rarement mentionné et c'est souvent origine France, etc. Donc c'est assez compliqué. Donc si comme vous ne trouvez pas de fruits et légumes lorrains, vous changez de lieu, vous allez au marché central, donc pas en bio. Enfin, il y a des producteurs bio sur place si vous voulez, mais vous pouvez continuer à acheter progressivement. Des légumes et des fruits dans l'agriculture traditionnelle, mais au marché et donc auprès de producteurs locaux. Là, on est au grade collabo de Charles le Téméraire.
Alors pour ceux qui ne le savent pas, alors vous pouvez lire d'ailleurs l'excellent livre de Fabien Nisgoda. Donc personnellement j'ai pas lu, mais je suis sûr que c'est excellent. Il traîne en bonne place sur ma bibliothèque. Je vais vraiment bientôt le lire. C'était les partisans en fait de Charles le Téméraire et qui voulaient que la Lorraine intègre le grand ensemble que voulait former Charles le Téméraire, le Bourguignon, pour en fait relier ses terres de Bourgogne avec le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. Et donc c'était des Lorrains, voilà, qui avaient le souci de leur région, mais au final ils veulent quand même vendre leurs terres de toujours à ceux qui ont vendu Jeanne d'Arc aux Anglais 50 ans avant. Donc voilà, c'est bien, vous avez l'intérêt de la Lorraine, mais vous pouvez encore un peu mieux faire, quoi. Hein. Étape 3. Alors là on commence à déjà un peu, on commence à bien changer ses habitudes. Donc là on va même au marché bio de Vendeuvre et on essaye d'y acheter tous ses fruits et légumes. Hein. Donc il peut y avoir des étapes entre l'étape 2 et l'étape 3 si vous avez du mal. Mais on essaye d'acheter tous ses fruits et légumes là-bas et d'y acheter 50% de son alimentation avec des œufs, de la crème, du pain, du fromage, etc. Ensuite, on continue d'aller au supermarché quand même pour tout le reste. Et on continue à mettre du local dans son caddie, notamment de la bière, du vin et du pâté. Il y a en général toujours des bons rayons régionaux pour continuer à s'approvisionner en local. Donc là, vous passez au stade René 2. Donc là, voilà, vous êtes toujours un petit jeune, hein, mais vous êtes fringant, vous débarquez, vous boutez le cul des Bourguignons hors de la Lorraine. Mais quand même, vous avez quand même besoin qu'on vous tienne un peu par la main, que les Alsaciens et les Suisses viennent vous aider. Donc vous avez besoin un peu d'aide extérieure. Mais voilà, franchement, vous commencez voilà, vous sentez bien. C'est le début vraiment de la grandeur de la Lorraine. Continuez comme ça, vous êtes sur le bon chemin. Étape 4. Alors là, bon, vous entrez vraiment dans la cour des grands, hein, c'est la Ligue 1. Vous continuez d'aller au marché bio, vous allez toujours au marché central, et cette fois-ci vous trouvez un producteur en vente directe, et surtout vous lui restez fidèle. C'est-à-dire que toutes les semaines, vos fruits et légumes, à 80-90%, vous les achetez chez lui. Et là, vous passez à 75% de votre budget en alimentation et en local. Et vous n'allez vraiment au supermarché vraiment que pour dépanner quand vous êtes en galère, vous n'y achetez que de la bière, et vous y allez seulement quand c'est pas un jour de marché. Et là, vous êtes au grade Jeanne d'Arc. Vous êtes la fierté de la Lorraine. Personnage historique mondialement connu, deuxième derrière le Christ, je crois. Voilà, vous avez sauvé la France. Franchement, on se dit, mais comment vous pouvez aller plus haut? Bah justement, c'est ça le hic, en fait, c'est que vos talents... ça a beaucoup servi la France, très bien, mais peu la Lorraine. Donc, on peut arriver à l'étape 5. Alors là, c'est le Graal suprême. Moi, j'y suis pas. Hein. Vous arrivez à un mode de consommation 100% local. En gros, vous êtes revenu comme au Moyen-Âge ou même au début du XXe. Vous n'achetez que local. Alors, dans les marchés, les épiceries, auprès de votre maraîcher. Vous achetez de la viande directement auprès d'un éleveur. Vraiment, les circuits courts n'ont plus aucun secret pour vous. Et petit conseil pour acheter de la viande pas chère et de très bonne qualité, vraiment, ça permet de faire baisser les coûts. Vous trouvez un producteur de viande par contact ou quelqu'un que vous connaissez ou par réseau, ou peu importe. Comme vous êtes dans les circuits courts, forcément, vous allez en rencontrer. Vous êtes tellement pote avec lui qu'en fait, il va vous proposer de prendre des morceaux sur la bête qu'il a le droit d'abattre une bête par an pour son compte familial. Et donc, voilà, il peut un peu sous le manteau. Je n'encourage évidemment pas le marché au noir, mais voilà, il peut vous vendre des beaux morceaux de bœuf. L'année dernière, j'avais acheté un lot de 150 balles, alors pas que pour moi, parce que évidemment je consomme pas autant de viande, j'ai pas les moyens de m'acheter tout ça. Mais voilà, j'avais acheté un lot de 150 €, on avait partagé avec les copains, et avec tous les morceaux, du coup, des plus bas pour faire le pot-au-feu jusqu'à l'araignée, le rumsteak, etc. Jusqu'au plus beau morceau, et c'était 10 € le kilo.
Donc vous voyez que finalement, avec un peu de débrouille, on peut toujours obtenir de la viande de très bonne qualité. En plus, il fait partie en fait de cet éleveur-là. Lui, il faisait partie de ceux qui étaient passés en bio à un moment donné, qui avaient obtenu le label. Et en fait, comme le coût du label faisait que ça augmentait leur prix, ils ont décidé d'arrêter. Et du coup, ils sont plus en bio, mais ils produisent exactement comme avant. Et du coup, voilà, c'est la fameuse confiance qui s'instaure. Si qu'il n'ait pas le label, je m'en fous un peu. Il produit de la viande de qualité et très bonne. Voilà, le supermarché n'est plus qu'un lointain souvenir. Vous n'y allez même plus. Vous allez même dans des restaurants qui font aussi dans le local. Alors à Nancy, là j'avoue, comme je vais pas trop au resto, je connais pas très bien. Il y a des régions, par exemple, comme la région d'Orléans, où beaucoup de restaurants mettent en avant dans leurs arguments de vente le fait qu'ils s'approvisionnent en local. Et de fait, beaucoup de restaurants s'approvisionnent en local. Donc voilà, et même vous arrivez à écrire des bouquins sur la gastronomie lorraine. Et là, vous atteignez le grade ultime, le grade Jean-Marie Cuny. Voilà, vous êtes la flamme vivante de la Lorraine, l'âme de cette région. Vous maintenez le flambeau, les traditions de la Lorraine. Et j'ai aussi appelé ce grade, donc Jean-Marie Cuny, pour ceux qui ne savent pas, donc il est au fond. Il pourra vous proposer quelques-uns de ses livres. Donc c'est le rédacteur en chef et le créateur de la Nouvelle Revue Lorraine. C'est un très grand lotharingiste, le meilleur qu'on connaisse, je crois, actuellement. Il connaît à peu près tout sur la Lorraine. Il m'a raconté des tas d'anecdotes quand j'ai préparé cette conférence sur comment évoluer la ville. Par exemple, il m'a raconté que le marché central, avant, toute la place qui est devant l'église Saint-Sébastien était couverte d'éleveurs et de producteurs. Et voilà, allez discuter avec lui, il aura plein de choses à vous raconter. On a une histoire assez incroyable. Moi, plus je la redécouvre, plus vraiment je retombe amoureux de ma région. Et voilà, je l'ai aussi appelé le grade de Saint-Pierre-Fourier, parce que Saint-Pierre-Fourier, donc un peu moins connu que Jeanne d'Arc, mais qui est un des grands saints lorrains et qui était le conseiller des ducs de Lorraine, donc dans la période de la contre-réforme au XVIIe siècle. Conseiller des ducs de Lorraine, mais aussi bien proche des plus pauvres. Et il avait une telle renommée qu'apparemment il aurait même rencontré Richelieu, qui voulait un peu le faire plier, qui susurre à l'oreille des ducs lorrains que ce serait bien que la Lorraine devienne française. Il a jamais plié, d'ailleurs il a dû s'exiler en Bourgogne à la fin de sa vie. Mais voilà, c'était un très grand saint lorrain et il incarne bien cette fidélité à la Lorraine pour illustrer un peu cette fameuse étape 5. Voilà, alors pour passer ces étapes, n'hésitez pas à faire appel à YoYo Local Coaching Pro. Je vous fais un programme personnalisé, en échange d'un peu d'argent évidemment. Alors c'est très simple, ma méthode est vraiment des plus simples. J'arrive chez vous en mode, je vous humilie en mode Philippe Etchevest dans Cauchemar en cuisine. J'ouvre vos frigos, vos placards, je fous tout par terre, voire aux chiottes, je tire la chasse et ensuite on fait un petit marathon autour de Nancy avec tous les endroits où vous pouvez acheter local. Et ensuite on met vraiment un programme personnalisé, adapté à votre avancement, à votre rythme, etc. Et voilà, à la fin, je suis persuadé qu'ensemble nous arriverons à l'étape 5 très rapidement. D'ailleurs, pour vous donner envie, j'ai une petite anecdote concernant un de mes futurs clients, qui a voulu rester anonyme, et vous allez comprendre pourquoi. Aussi, on l'appellera Maxime H, pour bien garder son anonymat. Alors du coup, il y a quelques jours, je rencontre Maxime, il sortait de chez Match, il venait de faire ses courses, il avait une jolie chemise à fleurs, une dégaine de hipster, et puis l'air assuré, il était très propre sur lui. Et du coup, je le vois au loin, je lui fais « Salut Max !» Et il me fait « Salut Johan !» Et je lui fais « Bah alors, qu'est-ce que t'es allé acheter ?» Alors il m'a ouvert son sac, il était assez fier quand même, tu vois, il ouvre son sac, il sait que je m'intéresse à tout ça. Et dedans, il y avait un poulet label rouge français, bon, un peu industriel, il y avait 2 steaks hachés de bœuf avec marqué bœuf français, et 2 conserves de pâté reflet de France. Bon, il était assez content. Moi, j'ai relevé la tête à ce moment-là, j'étais baissé, je relève la tête vers lui. Il m'a regardé, je l'ai regardé avec un regard sévère, et là, j'ai rien eu besoin de dire de plus, il a compris que c'était pas suffisant, qu'il n'était même pas au grade Stanislas.
Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la descente d'organes, hein. Il s'est agenouillé, il a fait son mea culpa, son acte de contrition. Il a dit: Sainte Lorraine, ma mère et ma patrie, terre d'élection de Sainte Jeanne d'Arc, de Saint-Pierre Froyé et d'André Rossino, j'ai péché contre toi et je ne veux plus jamais recommencer, je vais faire repentance. Alors là, je me suis levé, j'ai regardé Maxime avec un regard vraiment compatissant, un peu comme Emmanuel Macron face aux victimes des inondations de l'Aude. Et je lui ai dit: Max, relève-toi. On est tous pécheurs, tu sais. Mais toi et moi, on va réussir ensemble. Maintenant, Max, t'es mon poulain, t'es ma tourte, t'es ma quiche, t'es ma Mirabelle, t'es mon macaron. Je vais pas te lâcher, Max. Max, ensemble, on va faire de toi un vrai Lorrain. Et n'oublie jamais les paroles du vieux sage. Il suffira d'une étincelle, d'un petit rien, d'un petit geste et d'un mot d'amour. Oui, pour allumer le feu et pour briller la flamme de la Lorraine dans tes yeux. Voilà, j'ai réussi à citer 2 fois Johnny dans cette conférence quand même. Repose en paix. Bon, cette conférence commence à être longue. Je sais pas du tout à combien de temps j'en suis. Donc on va arrêter un peu les conneries. Pour conclure et revenir un peu de sérieux, voilà, la Lorraine a fourni 2 grands personnages à l'histoire de France. Donc Jeanne d'Arc et Jean-Pierre Coff. Donc Lunévillois, Lorrain, défenseur de la bonne bouffe et de la gastronomie, qui est mort donc il y a 3 ans. Et donc, en guise de péroraison, pour finir cet exposé, je me permettrai de lancer un appel vibrant en sa mémoire. Avec Jean-Pierre, arrêtons de bouffer de la merde, suce au mondialisme, à vos assiettes et pas de quartier. Merci de votre attention. Bien, on va faire suivre la conférence d'un petit temps de questions-réponses. Si dans le public vous avez des questions à poser à Johan, on les relève, il va y répondre. Juste avant ça, 2 précisions. On a le buffet donc, qui va suivre avec des quiches, des bières. Le propriétaire du bar, Fabien, nous a autorisé à vous servir à chacun un fond de verre de bière locale pour que vous puissiez découvrir la créativité et les talents des microbrasseries lorraines. Et donc je rappelle, les 3 € à payer avant la sortie, s'il vous plaît, aidez-nous financièrement, c'est important. Et dernière chose, la prochaine conférence aura lieu le 21 novembre. Elle fera un peu suite à celle-ci, on restera dans un thème écologiste. On sera avec Fabien Nisgoda qui nous parlera de l'effondrement écologique. Voilà, le 21 novembre. Bon, voilà. Si vous avez des questions... Oui, vas-y. Oui, moi j'ai alors une question et une petite annonce, je ne sais pas si vous savez, mais le conseil municipal de la ville de Marly a autorisé Amazon à faire un grand entrepôt donc, sur la zone de Frascati en Moselle. Alors il y a le pour et le contre, ça fait 3000 emplois, mais ça peut aussi gêner la circulation et la logistique pour certains commerçants du coin. Et du coup il y a une pétition qui circule, voilà, à propos de l'établissement de cet entrepôt qui pourrait se faire à la place de trucs maraîchers bio, d'AMAP, etc. Bon, ça c'était pour l'annonce, c'était pour le dire. Sinon pour la question, je voulais savoir par rapport aussi à ce que tu pensais peut-être de Pierre Rabhi. Alors Pierre Rabhi, on le connaît un petit peu, on sait qu'il est très connu, il est très relié par les grands médias, etc. Mais on sait aussi peut-être ici qu'il était influencé par Gustave Thibon. Gustave Thibon qui est un penseur chrétien et puis écologique. Et alors il connaît moins Maurras en revanche, puisque Maurras disait que tout est politique et que justement Pierre Rabhi, pour lui tout n'est pas politique, hein, et parce que on l'accuse d'être un petit peu voilà, le petit bourgeois qui va s'occuper de son petit lopin de terre, qui va faire des petits gestes et qui va laisser donc les grands industriels avec leurs avions, leurs cargos, etc. polluer à côté. Moi, je voulais savoir ce que tu pensais du colibri, est-ce que tu pouvais envisager de mener des actions concrètes locales avec le colibri. Qu'est-ce que tu penses de l'esbrouffe du colibri? J'ai pas un avis très tranché sur la question. Je pense qu'ils agissent quand même dans l'intérêt effectivement du local, mais aussi je pense qu'ils vont pas non plus au bout de la logique en fait, au bout des implications de ce que ça veut dire
le local, pourquoi du coup on produit moins de choses ici et tout ça, voilà, tout ce que je dénonçais par rapport au mondialisme, je pense qu'ils s'en foutent un peu. Après, par rapport à ces mouvements, je pense qu'il faut quand même ne pas se tirer à boulet rouge dessus, loin de là, qu'il y a des liens qui se font justement, comme je disais, quand même entre des milieux de gauche et des milieux de droite via justement ces circuits-là, et qu'on arrive quand même à discuter parce que au final quand même l'enracinement c'est quand même quelque chose qui nous touche forcément puisque ça nous touche dans notre quotidien. Donc je pense qu'on peut se retrouver pas mal sur ces thématiques-là. On ne sera pas d'accord sur tout, ça c'est certain, mais au moins si on peut réussir à créer un socle commun, voilà, vraiment pratique sur ces circuits-là, pourquoi ne pas travailler ensemble? Je vois vraiment aucune objection à ça si eux ils en ont pas, quoi.